des grosses quiz. Ça change, hein? Bah oui, ça change des magazines. Que la force soit avec toi, à jamais. Salut tout le monde, je vous propose aujourd'hui de répondre à une question qu'on m'a souvent posée en tant que coach mais aussi en tant qu'athlète. Est-ce que le CrossFit va me rendre trop massive? Donc la crainte qui revient souvent, c'est de voir son corps se transformer, se rapprocher du volume et du dessin musculaire dont rêvent les hommes, de voir les épaules grossir, le dos s'élargir, bref, de voir son corps se masculiniser. Et au fond, c'est assez compréhensible puisque la plupart des gens qui poussent la porte d'une boxe aujourd'hui veulent surtout reprendre une activité sportive, perdre un peu de poids, se tonifier ou juste pratiquer pour se faire plaisir et être en bonne santé et visent pas forcément une grosse prise de masse. D'abord, petit point sociétal pour comprendre un peu cette inquiétude face aux muscles. Programme pour des fesses en béton, un corps de rêve pour l'été, sans le genre d'accroche que vous retrouverez partout dans la presse féminine et sur certains blogs fitness qui vous vendent ensuite des programmes magiques composés majoritairement d'exercices à base de poids de corps avec une bouteille d'eau ou une petite haltère pour les fifous. Il faut savoir que dans la presse écrite, le sport féminin représente en moyenne 16% du volume occupé par les pages sportives. Et celle-ci ne représente que 1% du nombre de pages dans la presse féminine. Et encore, dans les magazines féminins, la pratique sportive est en général abordée sous l'angle de la forme. À ça, on peut ajouter que les femmes athlètes de haut niveau sont très peu représentées elles aussi, ou en tout cas, elles sont très peu médiatisées. Et donc, dans l'imaginaire collectif, une femme très sportive, c'est une femme qui a un physique proche de la bodybuildeuse, et forcément, tout le monde n'arrive pas à s'identifier ou à se retrouver à travers ce modèle. Donc être sportif, c'est pas vraiment la norme aujourd'hui. D'après un rapport du CSA, en 2014, la représentation des sexes est de 83% d'hommes et de 17% de femmes dans les programmes sportifs à la télévision, alors que les articles de l'équipe traitent à 91% d'hommes et 9% seulement de femmes. C'est quand même amusant quand on sait pourtant que 45% des titulaires d'un BPGEPS sont des femmes, donc 50% des coachs sont des nanas, donc c'est super sur les terrains, mais dans les mentalités, il y a encore du chemin à parcourir pour voir cette représentation évoluer vers un semblant d'égalité. Pour revenir à mon sujet, mesdames en général, lorsque vous reprenez une activité sportive, vos objectifs sont les suivants. Premier cas de figure, soit vous avez un peu de masse musculaire et vous voulez vous tonifier et muscler vos fesses, vos cuisses, etc. On peut résumer ça à un corps maigre mou, à mettre entre guillemets évidemment, c'est-à-dire un apport calorique insuffisant et une pratique physique inadaptée ou insuffisante également. Soit, deuxième cas de figure, vous affichez une masse grasse trop importante et vous aimeriez vous affiner, perdre un tour de cuisse, de hanche, et ce type de physique est principalement généré par un apport calorique trop important et pas ou peu d'activité physique en parallèle. Donc dans les deux cas, la vision d'un corps idéal, au final, ce serait simplement un corps plus musclé et moins gras. Donc d'abord, il faut bien comprendre que pour arriver à ça, pour être tonique, il va falloir faire baisser la masse grasse, ce qui permettra de faire apparaître le dessin musculaire, autrement dit, s'affiner. Et c'est également en augmentant la masse musculaire que l'on donnera une forme aux fesses, aux cuisses, aux bras, etc. Parce que là, on va plutôt traduire comme sculpter. En revanche, attention, à part si vous êtes une fan de Photoshop, il sera difficile de cibler une perte de poids. Donc n'espérez pas perdre du ventre tout en prenant des fesses, mais sans prendre des cuisses ni des bras, et si possible en affinant également les chevilles. L'impact de l'entraînement, il est toujours global. C'est possible de sécher, mais il y a une forte probabilité de perdre des seins qui sont constitués essentiellement de graisse, par exemple. C'est possible de développer les fesses, mais les cuisses risquent de se développer également car les exercices favorables au développement des fessiers, comme les squats, les fentes, etc., développent également les cuisses. Donc, vous pouvez oublier tous les protocoles un peu bateaux comme les 4x15 avec 30 secondes d'effort sans aucune recommandation liée à l'intensité, au tempo, à la résistance. C'est juste impossible. Pour être clair, les muscles fessiers sont les plus puissants du corps, alors autant dire que s'entraîner avec des bouteilles de cristalline, ça va faire un peu light pour avoir le boule de vos rêves. Les mouvements à charge externe sont donc clairement vos meilleurs alliés pour créer les formes qui vous font rêver. Bref, tout ça pour vous dire que vous ne pourrez pas avoir le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière, la charge externe, vous n'allez pas y couper. Mais surtout, au-delà de ça, il est important de comprendre que même si vous vous lancez dans le crossfit ou dans l'haltérophilie et que vous ajoutez de la charge durant les WOD, les résultats ne seront pas les mêmes que ceux d'un homme parce que c'est physiologique. Je vous donne quelques infos qui devraient vous rassurer là-dessus. Il existe certaines différences anatomiques entre les hommes et les femmes qui affectent leur force et la marge possible de développement musculaire, ce qu'on va appeler l'hypertrophie. Donc bien que les deux sexes aient la même distribution de types de fibres musculaires, les femmes ont globalement moins de fibres et ces fibres sont également plus petites que celles des hommes. Les femmes ont en moyenne 40% de noyaux en moins dans leurs fibres musculaires et les études récentes sur la physiologie mettent justement en avant l'importance des noyaux des cellules satellites dans les mécanismes d'hypertrophie musculaire. Donc en gros, une femme qui s'entraîne avec des charges additionnelles va bien entendu gagner du muscle, mais sûrement pas autant qu'un homme et ses gains musculaires devraient atteindre plus rapidement leurs limites. L'un des facteurs qui limite aussi cette hypertrophie musculaire chez les femmes, c'est notre système hormonal. Nous produisons 20 à 40 fois moins d'androgènes que les hommes.
Donc les hormones jouent un rôle et pas le moins important. Les hormones majoritaires chez les hommes sont regroupées sous le terme d'androgènes, la plus célèbre étant la testostérone, produite par les testicules. Parmi les hormones dominantes chez les femmes, on retrouve les œstrogènes et la progestérone qui sont sécrétées, elles, par les ovaires. Mais ça n'a absolument rien d'exclusif, c'est-à-dire que les hommes et les femmes possèdent chacun des hormones mâles et femelles. C'est leur taux qui fait la différence entre les deux sexes. À 20 ans, le taux moyen de testostérone dans le sang d'un homme est de 3 à 8 microgrammes par litre et de 0,1 à 0,9 pour une femme. Donc même si c'est qu'une moyenne, ce profil hormonal est si spécifique que depuis 2011, il constitue le critère retenu par les instances sportives pour déterminer quel athlète est autorisé à concourir dans une compétition féminine ou non. En d'autres termes, le taux de testostérone définit également la frontière entre hommes et femmes. Donc même les femmes ayant une concentration d'androgènes élevée, les hormones sexuelles mâles, qui comprennent entre autres la testostérone, celle-ci est donc loin d'être égale à la quantité présente dans le corps des hommes. Une plus grande quantité d'androgènes permet aux hommes, entre autres, de construire plus de muscles et de produire moins de graisse corporelle en termes absolus. En bonne santé, les hommes ont en moyenne 8 à 15 kg de graisse corporelle, alors que les femmes ont plutôt 10 à 20 kg. Mais pour le coup, c'est un sujet très très complexe parce qu'il faut savoir que les hormones sexuelles et les facteurs de croissance interagissent entre eux et que toutes ces hormones interagissent avec vos gènes. Donc en gros, dire que les femmes ont un potentiel de croissance musculaire plus faible parce qu'elles ont un taux de testostérone plus bas que les hommes, c'est un petit peu simpliste, mais ça vous permet de comprendre un peu le principe. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'augmenter ou non votre masse musculaire, ça va se jouer essentiellement dans votre assiette. Chaque personne a un besoin calorique différent, qui se mesure principalement en fonction du sexe, du poids et de l'activité physique que vous pratiquez. Donc tout se joue au niveau du surplus calorique. Pour prendre de la masse musculaire, les femmes, tout comme les hommes d'ailleurs, ont besoin d'un surplus calorique modéré, qu'on appelle aussi bilan calorique positif. Le principe est de manger et de boire jusqu'à atteindre un surplus calorique de 300 à 500 cal à peu près par jour. Une fois que vous ayez soustrait les calories que vous brûlez aux calories que vous consommez. Donc par exemple, si vous brûlez 2500 calories par jour, vous devriez en consommer 2008 à 3000 si vous souhaitez prendre de la masse. Attention par contre, bien évidemment, ce surplus calorique va créer une prise de masse seulement si vous vous entraînez régulièrement et correctement. Sinon, vous stockez simplement de l'énergie supplémentaire sous forme de graisse. Mais en gros, vous pouvez retenir que si vous audez 1 heure, 2 à 3 fois par semaine, puis que vous rentrez chez vous à vous faire une petite salade des familles, vous n'avez pas de raison de stresser niveau excès de prise de masse, votre corps ne risque pas de muter en une série de pompes comme ça du jour au lendemain. Pour aller un peu plus loin sur cette partie nutrition, justement, il faut parler répartition des macronutriments. Le succès d'une prise de masse dépend non seulement de la quantité de nourriture que vous mangez, mais évidemment aussi des aliments qui composent votre repas. Chacun des 3 macronutriments remplit des fonctions différentes et doit être inclus en différentes proportions dans votre programme alimentaire. Tout d'abord, on a les protéines. Donc les protéines, c'est le matériau de construction des muscles. Elles sont composées d'acides aminés dont certains ne peuvent pas être produits par l'organisme. Sans activité physique, vous aurez besoin d'environ 0,8 g de protéines par kilo de poids corporel et par jour selon certaines spécifications. Cette valeur recommandée, elle augmente à 1,7 g par kilo pour les sportifs. Au total, les protéines, elles doivent représenter environ 20 à 30% de votre alimentation si vous souhaitez une croissance musculaire rapide. Deuxième macronutriment, les glucides fournissent à votre organisme et surtout à vos cellules musculaires l'énergie dont vous avez besoin pour un entraînement. En plus de ça, ils assurent la libération de l'insuline et c'est cette hormone qui amène les acides aminés vers vos muscles et entraîne le développement musculaire. Donc 40 à 50% de vos calories devraient provenir des glucides. Veillez à favoriser plutôt les glucides complexes, on va dire les lents, et à éviter les glucides simples qu'on pourrait qualifier de rapides. Troisième et dernier macronutriment, les lipides. Une alimentation qui vise la prise de masse musculaire, elle doit comporter beaucoup de glucides et de protéines et une quantité modérée de matières grasses. Les matières grasses, elles doivent représenter environ 20 à 30% de vos calories quotidiennes, soit autant de calories que les protéines. Par contre, attention, c'est pas la même chose. 1 gramme de lipides contient 9 calories en général et 1 gramme de protéines en contient seulement 4. Donc vous mangerez moins de la moitié de votre quantité de protéines en lipides. Concernant la composition de ces lipides, justement, vous ne devriez pas manger plus de 33% d'acides gras saturés, beurre, huile de coco, pas plus de 25% d'acides gras polyinsaturés, donc là ce sera plutôt l'huile de tournesol, les graines de chia, etc. Et au moins 42% d'acides gras monoinsaturés, comme l'huile d'olive, l'huile de colza. Vous devez également vous assurer d'avoir un apport suffisant en acides gras oméga 3. On les trouvera, eux, dans les poissons gras, les avocats, l'œuf, l'huile de lin, et j'en passe. Donc si je reviens un petit peu au sport qui nous intéresse, le CrossFit, il faut bien comprendre le contenu d'un entraînement type et ses bénéfices sur votre corps, que vous soyez un homme ou une femme d'ailleurs, c'est la même chose. Le CrossFit, c'est avant tout un sport basé à dominante sur l'endurance musculaire, même s'il développe aussi d'autres qualités physiques. Le CrossFit s'intéresse plus au mouvement, c'est-à-dire à comment vous bougez, à quelle vitesse et combien de temps vous pouvez bouger lors d'un effort. En gros, à quel point vous êtes athlétique au sens large, avant de penser à construire une masse musculaire volumineuse pour l'esthétique. La réalité, c'est que les femmes aux musculatures les plus importantes ne sont pas celles que vous rencontrez dans les hauts standards de votre box.
Ce sont en général les athlètes qui font de la compétition, qui suivent des programmes complémentaires où le volume d'entraînement est beaucoup plus élevé pour progresser notamment encore davantage sur des parties renfo, force, etc. et qui ont elles aussi un régime alimentaire bien propre à ça. Ce que vous pouvez réellement espérer en vous entraînant régulièrement dans votre salle en tant qu'athlète du quotidien, c'est avant tout de sculpter votre silhouette. Ou comme on aime beaucoup le dire en CrossFit, être beau gosse ou belle gosse à poil. On sait aujourd'hui que faire uniquement du cardio, c'est peut-être très très bien pour brûler des calories, mais les longues séances à une allure modérée n'améliorent pas tant que ça la tonicité musculaire. Et encore, ce serait vraiment à modérer puisqu'on sait que c'est complètement illusoire de croire encore à la légende urbaine qui nous explique que la perte de masse grasse arrive qu'après 40 minutes d'effort continu à faible intensité. Pas une de plus, pas une de moins. La perte de masse grasse, elle est surtout conditionnée par une activité accrue des systèmes oxydatifs et glycolytiques, ce qui est généralement observé dans les exercices intermittents à intensité élevée, qu'on va retrouver dans le CrossFit, ça peut être également le cas du HIIT, des Tabata, etc., etc. Concernant les bénéfices du CrossFit, donc il y a des études récentes qui ont observé des améliorations de la VO2 max, de la force musculaire, de l'endurance cardiovasculaire et une amélioration de la qualité de la masse maigre corporelle à partir de 10 semaines d'entraînement à raison de 2 à 3 séances par semaine. Autre avantage de l'augmentation de votre volume musculaire, ça va augmenter votre métabolisme. Et le fait de gagner un peu de muscle augmente votre métabolisme de base. Pourquoi ? Eh bien parce que les muscles brûlent des calories, même au repos. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Ce qu'il faut également savoir si vous avez tendance à partir automatiquement sur des régimes restrictifs un petit peu aléatoires, c'est qu'en réduisant vos rations, votre corps se débarrasse de la graisse, mais aussi du muscle. Donc le résultat, c'est que vous risquez de perdre en tonicité, mais que ça va aussi diminuer votre métabolisme. C'est un des phénomènes qui conduit au ralentissement de la perte de graisse et à l'effet yo-yo. À la sortie d'un régime, si vous reprenez votre alimentation normale alors que votre corps n'a plus autant besoin de nourriture, vous reprendrez forcément encore plus de kilos qu'avant. Donc conserver une masse musculaire adéquate, c'est aussi maintenir le bon métabolisme et le bon poids de forme. En bref, le CrossFit, c'est l'activité idéale pour conjuguer perte de masse graisseuse et tonification, c'est-à-dire un corps plus dessiné, plus complet et polyvalent dans ses capacités, et donc surtout une meilleure santé globale. Bon, maintenant que j'en ai fini avec la partie un petit peu scolaire du truc, l'important pour moi, c'est aussi de valoriser l'aspect psychologique d'une pratique sportive comme celle du CrossFit ou de l'haltérophilie, puisque c'est avant tout mon sport de cœur. Bien sûr, à titre perso, j'ai déjà vécu ça. Je t'offre une petite liste non exhaustive des surnoms plus marrants pour les autres que pour moi qu'on a pu me donner. Miss Hulk, Cyril Schwarzenegger, Petit Bonhomme et même Copain sans couilles. Mais très honnêtement, j'en ai pris mon parti parce que je suis à l'aise avec mon corps et je suis assez fière de ce qui me permet de réaliser à l'entraînement et en compétition. Mon corps, c'est un outil de performance et pas simplement un objet. Donc il faut bien comprendre également que ces jugements sont avant tout dictés par une forme de tradition normative, c'est-à-dire l'image que l'on se fait du corps d'un homme par rapport à celui d'une femme. On parle clairement d'une problématique d'identification des genres. Mais fort heureusement pour nous, les mentalités évoluent et la transformation du corps dans le cadre de la performance est de plus en plus acceptée. Donc si on rapporte même ça à la séduction, au rapport avec le sexe opposé, il y a de très nombreux hommes, eux-mêmes sportifs ou non d'ailleurs, qui trouveront une femme musclée et bien dans ses pompes super sexy. Pour moi, le gros avantage des sports comme cela, qui permettent aux femmes de relever des défis quel que soit leur niveau, c'est que c'est un excellent moyen de prendre confiance en soi. Je pense personnellement que ça aide les femmes à atteindre leur plein potentiel en faisant complètement abstraction de la notion d'esthétisme. C'est un peu dire, je ne fais pas du sport seulement pour pas être en surpoids ou pour trouver ma place dans la société au sens large, c'est dire, regardez tout ce que je suis capable d'accomplir, peu importe mon apparence. Réussir un snatch, passer ses premiers HSPU, maintenir une intensité élevée sur le WOD, se dépasser sur un WOD team avec ses coéquipiers, tout ça sont d'excellents moments qui doivent vous rendre fiers de vous et qui vont vous blinder de confiance en vous tout en vous encourageant à viser des progrès en permanence. Vous verrez que c'est super addictif et que le jour où vous ferez un muscle-up et que vos potes vous applaudiront, vous n'en aurez plus rien à faire de savoir si vos épaules sont, oui ou non, trop musclées pour le commun des mortels. La question de fond à se poser pour moi, lorsqu'on décide de se lancer dans une activité sportive, c'est d'opter pour celle qui vous plaît, qui vous permet de vous amuser. Vous ne devriez pas un seul instant avoir à choisir un sport juste pour que votre image plaise ensuite aux autres, quitte à ce que vous forciez d'ailleurs à courir des heures sur un tapis alors que vous détestez ça. Donc créez votre propre définition de la beauté, amusez-vous, mangez équilibré, profitez des WOD et faites-vous plaisir avant tout. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a permis d'apprendre 2-3 trucs. Si la chaîne vous plaît et pour continuer à me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner ou à lâcher un petit pouce, ça me fait toujours super plaisir. Un grand merci et à très vite. Allez, je glisse. C'était très bien. C'était très bien. Merci, de rien. Au revoir, messieurs, dames.